On a pris l'habitude de le tourner en dérision, de se moquer de lui, voire même de le renier en France. Ma génération ne le connaît que principalement via ses frasques et ses excès. J'ai dédié votre film, ce film à votre fils. Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi ce Non, film? pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? Oh, bah dis donc. J'ai moi-même été victime, fut un temps, de ce jugement concernant Gérard Depardieu, jusqu'au jour où j'ai décidé de m'interroger un peu plus sur ce personnage et d'approfondir justement ce qu'il disait, ce qu'il pensait et comment il avait vécu. À travers notamment des interviews et des livres, il a publié plusieurs livres ces dernières années, dont Ailleurs, Monstres et Innocent. Et j'ai découvert avec surprise et plaisir que ce monument du cinéma français avait développé, malgré lui parfois, une philosophie de vie relativement fascinante. Avoir l'amour, il faut avoir le temps de ne rien dire et le temps ce fameux temps, cet espace qui nous fait que le silence de l'autre ne nous gêne pas. Et il peut nous aider, ou du moins nous inspirer dans la construction de notre propre philosophie de vie, notre manière de conduire notre existence, et d'essayer de devenir nous, de devenir soi d'une certaine manière. Alors soit en s'inspirant d'une partie de sa philosophie, ou en opposition à celle-ci. C'est à ça que sert aussi ce genre de décortiquage de philosophie, c'est de réfléchir à sa propre philosophie à travers celle des autres. Il ne cherche pas à plaire, mais à vivre, à dire la vérité, à vivre avec véracité et respecte les gens qui font de même, que ce soit dans le cinéma ou dans la vie en général. Je cite Depardieu, « La poésie, c'est une façon de vivre. Un poète, c'est quelqu'un qui ose aller au bout de ce qu'il est, même si c'est difficile, qui n'a pas d'inhibition, qui se fout du troupeau, qui se fout d'être bienveillant ou pas, au risque de blesser ceux qu'il aime, de choquer tout le monde. Mais un poète reste intact. » On est proche de la philosophie cynique, celle de Diogène, qui déplorait les conventions et les masques que portaient ses congénères, et qui, par l'exemple, en vivant de manière qu'on considérerait et qu'on peut considérer, je pense, relativement extrême, il vivait dans un tonneau, il vivait nu, il faisait des choses voilà, où il n'y avait aucune inhibition, hein, donc ça allait de vivre nu dans la rue, hein, dans l'agora, à se masturber en public, à faire ses besoins naturels en public également. Donc c'était vraiment un mec sans limite, et qui est connu notamment pour avoir rencontré Alexandre le Grand. Ils ont vécu à la même époque. Alexandre a souhaité rencontrer Diogène, et la légende dit que Diogène était dans son tonneau. Alexandre arrive, lui demande Diogène, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, je suis Alexandre le Grand, je peux tout faire. Et Diogène lui répondit, écarte-toi de mon soleil. Sous-entendu, je n'attends rien de toi, tu ne peux rien m'apporter. Par contre, là, tu es en train de me gêner concrètement. Et Alexandre aurait répondu, hein, tout ça, et c'est l'histoire qui nous la raconte. Si je n'avais pas été Alexandre le Grand, j'aurais aimé être Diogène. En ce sens, Depardieu est peut-être une sorte de Diogène, ce qui est étonnant d'ailleurs pour un acteur qui joue des rôles et qui doit du coup, d'une certaine manière aussi jouer un rôle dans la société pour être apprécié du public. Hein. Souvent, les acteurs sont appréciés, les acteurs, je pense, d'un point de vue identitaire, ça ne doit pas être évident toujours. Donc avoir un Depardieu qui petit à petit dans sa carrière en est arrivé à avoir un mode de vie un peu cynique à la Diogène. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut percevoir dès le début de la carrière d'acteur de Depardieu, parce que son premier grand rôle est en 77 dans Les Valseuses, et joue le rôle d'un marginal. Et lui-même, en fait, déjà a tout fait pour avoir ce rôle, parce qu'il considérait que ce rôle était fait sur mesure pour lui, et qu'il représentait en partie son enfance et son côté un petit peu brigand, mec qui faisait les 400 coups à Châteauroux, d'où il est originaire. C'est une invitation, extrême certes, mais une invitation à devenir soi, et pas celui que la société veut que l'on devienne. Depardieu, c'est quelqu'un qui a grandi dans un environnement familial pas évident, avec un père alcoolique et une mère absente, ou du moins qui lui avait fait comprendre qu'il n'était pas forcément désiré spécialement. Et il a grandi avec cette cicatrice, et j'ai l'impression, en tout cas quand on étudie un petit peu le personnage, qu'il a une envie forcément, au début de sa vie d'adulte, de construire un foyer, et d'être peut-être même un père exemplaire, enfin, voilà, que la famille serait quelque chose d'important pour lui. Et il s'est rendu compte très vite au final que son désir de liberté, sa curiosité infinie, n'allait pas correspondre à la vie qu'il avait aspiré au début de sa vingtaine. Je pouvais imposer ma liberté aux autres. J'ai mis du temps à reconnaître que ma liberté n'avait pas droit sur tout. Je m'en suis excusé. Le respect de la liberté de l'autre, c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau et de plus difficile.
Dans le mariage, par exemple, c'est inévitable, il y en a toujours un des deux qui veut changer l'autre. Ce constat l'a poussé à vivre en nomade, à ne jamais tomber dans la routine et à devenir ce qu'il appelle lui-même un vagabond. Je cite encore une fois Depardieu, « Je me sens de plus en plus vagabond, plus rien ne m'attache, je peux partir n'importe où, n'importe quand, je voyage toujours sans valise, j'ai toujours voyagé, j'ai toujours été un citoyen du monde, je ne suis pas quelqu'un qui s'installe, je suis quelqu'un qui passe. » Donc c'est quelqu'un qui veut bouger, qui veut mettre du mouvement, du chaos dans sa vie, qui d'une certaine manière a fui ses responsabilités à certains moments. Il le dit lui-même, voilà, de pas vouloir une femme, voilà, la vie de famille comme il l'imaginait, la localisation aussi, voilà, même par rapport aux impôts, il y a eu des histoires. Enfin, voilà, d'un point de vue des responsabilités, il a essayé d'en enlever un maximum pour pouvoir vivre la vie qui lui correspondait pleinement. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui là-dessus, au niveau des responsabilités, mais je pense que le principal, c'est de vivre en accord avec ses valeurs. Et il a le mérite, voilà, d'être allé au bout à ce niveau-là, et de réduire ses possessions, ses responsabilités, ses étiquettes, ses labels, pour pouvoir voilà, explorer d'autres choses. Il ne cherche pas à apprendre ou à travailler, mais à vivre. Il cherche plus à être que faire. Pendant longtemps, j'ai regretté de ne pas avoir été incarcéré dans une école. J'en ai moi-même été complexé, puis j'ai compris que grâce à cela, j'avais été bien riche, bien avant l'heure. Parce que je n'ai jamais eu aucune de ces inhibitions que l'éducation peut te donner. Je n'ai jamais été formaté. Finalement, si je n'ai rien appris, j'ai tout vécu. Je la trouve hyper intéressante cette citation parce qu'on voit qu'il a pu être complexé dans sa jeunesse. Et d'ailleurs, il se trouve que c'est quelqu'un qui était très travailleur. Et je vais vous donner un exemple qui sera révélateur. C'est que quand il est arrivé à Paris pour devenir acteur, il a souffert pendant une année d'un blocage psychologique qui l'empêchait de parler correctement. Il s'était mis à bégayer, à perdre confiance en ses capacités à s'exprimer. Il a suivi pendant 1 an de manière intensive des leçons d'orthophonie et d'autres choses pour l'aider à justement à reprendre confiance et à débloquer certains blocages qu'il avait pu générer. Et cela lui a permis de commencer vraiment sa carrière d'acteur et d'aller même très tôt dans sa carrière sur des rôles qui étaient difficiles en termes d'élocution, en termes de diction. Et je pense notamment à son rôle de Cyrano de Bergerac, un de ses rôles les plus célèbres peut-être, où il a fait une performance incroyable et être capable de déclamer des vers tout en se battant à l'épée, en courant à travers les marches. Donc voilà, on est passé de quelqu'un qui bégayait au début de sa pré-carrière à quelqu'un qui sait s'exprimer avec éloquence. Très vite, le cinéma est devenu trop petit pour lui et son désir de vivre plus que de travailler. C'est devenu plus un moyen qu'une fin, et même quelque chose qui, selon lui, est arrivé malgré lui. Et là, je cite encore Depardieu. « On dit que je suis acteur, mais je ne suis pas acteur. Je n'ai jamais voulu faire de théâtre ni de cinéma. C'est seulement la vie qui m'a conduit dans ces eaux-là. J'aurais très bien pu passer mon existence à voler des voitures, à ouvrir des restaurants ou à faire des affaires, même si je n'ai rien, mais alors rien d'un homme d'affaires. Sinon, je serais comme un trader, j'aurais une vie de con. » Mais qu'est-ce que vivre pour Depardieu? C'est aller à la rencontre de l'autre, peu importe son origine et sa culture. C'est de là comprendre justement cette culture, découvrir un pays, découvrir une tradition culinaire, découvrir une langue, une manière de penser. Et pour lui, il y a un obstacle moderne à cette intention que nous allons voir maintenant. Depardieu n'épouse pas le culte de la technologie et des réseaux sociaux et préfère se concentrer sur les vraies relations humaines. Et même si il peut paraître comme un anti-moderne en disant ça, il y a une part de vérité et je pense que ça vaut le coup d'explorer un peu plus du coup ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, on est aux réseaux sociaux, c'est une autre époque, c'est sans doute très bien, mais c'est pas ce qui va aider qui que ce soit à rester humain. C'est encore une chose qui est là pour nous prendre du temps, pour nous prendre de la vie, un temps et une vie que moi je n'ai pas envie de leur donner. Je ne vois qu'une solution à tout ça, c'est de tourner le bouton, de tout éteindre. La télé, la radio, l'ordinateur. Et d'aller à la rencontre des gens qui essayent de vivre vraiment. Donc ici, il questionne le progrès technologique. Alors, faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a vécu, qui a grandi sans la technologie, donc forcément, il a un rapport différent à des gens de ma génération, des gens encore plus jeunes. Mais malgré tout, ça fait réfléchir sur notre usage de la technologie et de qu'est-ce que c'est vivre à notre époque. À cet égard, il me fait penser à 2 personnages alors fort différents, mais à Cal Newport, qui est un intellectuel, un écrivain, et un professeur qui étudie le sujet de notre rapport à la technologie, qui a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet.
et un écrivain voyageur que j'aime beaucoup. Je ferai sans doute une vidéo sur lui d'ailleurs, Sylvain Tesson, qui se considère aussi anti-moderne, qui n'utilise pas la technologie ou très peu. On se rend compte qu'il a une curiosité infinie pour les gens, le vivant, pour la rencontre avec l'autre, pour la conversation, pour le repas, pour plein de choses. Il dit quelque chose de très juste, c'est qu'on préfère apprendre l'anglais sur un ordinateur que parler l'arabe avec son voisin. Pour lui, on sort du monde réel pour aller dans le virtuel complet, et on a oublié que vivre, c'était pas capturer le moment présent, mais c'était le vivre. Il dénonce aussi plus largement, avec Internet et sur la mondialisation qui l'a accompagné, d'autres problématiques. C'est ce qu'il appelle le paradoxe moderne. On dispose de tout à portée de clic, mais on ne dispose plus de temps ni de nous-mêmes. On a tous les mêmes activités, les mêmes envies et besoins. Les GAFA uniformisent le monde. On est mondialisé jusqu'à nos envies pensées. C'est dur de le contredire quand on pousse ce genre de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il a entièrement raison, ça veut juste dire que ça nous pousse à réfléchir à dans quel monde on a envie de vivre et comment, en tant qu'individu, on a envie de vivre dans ce monde. La vie de Depardieu l'a amené à traverser différentes phases de sa vie de brigand, à faire les 400 coups à Châteauroux pendant son adolescence, à aller sur Paris et devenir un des plus grands acteurs du cinéma français, et ensuite à continuer sa carrière tout en s'ouvrant à d'autres centres d'intérêt qui l'ont amené à explorer la religion avec l'islam, la spiritualité avec le bouddhisme, l'histoire avec la littérature russe notamment qui lui a donné envie justement de se rapprocher de ce pays en lisant Dostoïevski et Tolstoï notamment. C'est quelqu'un aussi qui a dû apprendre à apprivoiser ses peurs et notamment celle de la solitude. Je ne pouvais pas rester seul dans ma chambre à écouter mes propres bruits. C'était une présence à moi-même absolument terrible, une angoisse, une véritable ecchymose. Il fallait que je sorte, que j'aille regarder la vie des autres et que j'aille vivre ailleurs qu'en moi. Cette pensée peut directement rappeler à certains celle de Pascal, un philosophe français du XVIIe siècle, qui disait « Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ». Mais il a réussi finalement avec le temps à apprivoiser sa solitude, et notamment grâce à la lecture, qui pour lui sont une ouverture vers l'ailleurs. Et c'est là, comme je disais, qu'il a découvert notamment les grands auteurs russes. Et ça l'a aidé à être plus en paix avec soi-même. On a donc un homme qui a fini par accepter qui il était et même à épouser ses contradictions. Et je vais encore citer Depardieu, j'en profite, j'ai plein de citations. Je peux pas l'interviewer, mais autant mettre en lumière ce qu'il a pu dire dans ses livres. On va peut-être mettre en avant mes contradictions, mais qui n'en a pas? Si, ceux qui ne vivent pas n'ont pas de contradictions. Parce que plus tu vis, plus tu es amené à rencontrer et à manifester des contradictions. Je ne suis peut-être pas un mec normal, mais qu'est-ce qu'un mec normal? Ce qu'on appelle un mec normal, c'est souvent un mec qui se fait chier, un mec qui vit un peu à côté de sa vie, que son quotidien étouffe gentiment. Et là, Depardieu, il me fait penser à Dionysos dans sa manière de penser et de voir sa vie. Dionysos, c'est le dieu du vin, donc de la vigne, des excès, de la folie, de la démesure. Quelqu'un que Nietzsche apprécie beaucoup d'ailleurs, il est très souvent comparé et affilié à Dionysos. Lui, Depardieu n'est pas un saint. Il a ses contradictions et des comportements parfois excessifs. Mais n'est-ce pas le lot des hommes qui essayent de vivre leur vie pleinement, qui prennent le risque de se découvrir, de tomber et de se relever malgré les coups durs de la vie? Plutôt que de juger quelqu'un comme Depardieu, qu'attendons-nous pour mener une vie pleine, une vie authentique? Nous avons tous quelque chose à piocher dans la philosophie de cet homme. Vivre sans se soucier du regard des autres. Ne pas faire, ne pas apprendre, mais vivre et être. D'assumer nos contradictions, d'être toujours en mouvement, de cultiver une ouverture d'esprit, de vouloir apprendre de l'autre, d'aller à sa rencontre, d'apprendre de notre histoire, de la cultiver, de la partager. Voilà pour la première vidéo de ce nouveau format, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous retenez, ce que vous avez apprécié de la philosophie de vie de Gérard Depardieu. Et dites-moi aussi, toujours en commentaire, de quel personnage vous aimeriez que j'analyse et que je décortique la philosophie de vie. Donc ça peut être un personnage contemporain, ça peut être un personnage fictionnel, ça peut être un personnage historique. Et abonnez-vous bien sûr pour recevoir les futures analyses, les futurs décorticages de philosophie de vie et mes autres formats de vidéos que je suis en train de développer. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.